Salut Judy. Salut Elodie. Et ce soir, ou ce matin, ou cet après-midi, chers auditeurs, nous vous préparons, pas du tout, nous vous offrons... Ah, c'est un cadeau en fait. Ah oui, c'est plus qu'un cadeau. Nous vous offrons ce magnifique épisode. Qui est un épisode très spécial puisque je pense que c'est le premier enregistrement qu'on ait fait. C'est vrai. De toute l'histoire d'Hors d'œuvre, le podcast, c'est le premier enregistrement qu'on ait fait. Il y a plus de 2 ans, donc ça date le projet et on s'est lancé tard, mais on s'est lancé. Ouais. Au moins on l'a fait. Ouais. On peut s'applaudir. Ne nous applaudissons pas, ça peut être très agréable pour vos oreilles. Ouais, et surtout avec la tasse, j'allais tout renverser, là j'ai paniqué. Donc du coup, sans trêve de suspense, Oui. Judy, vu que c'est une série... Oh, j'ai spoilé. Vu que c'est une série qui te tient extrêmement à cœur, je te laisse nous dire ce soir. On va parler de Buffy, qui est la série, ma série, la série qui a accompagné toute ma fin d'enfance, adolescence et vie de jeune adulte du coup. Voilà. Qui a accompagné ton mémoire aussi, puisque tu en parles dans ton mémoire. Mais bon, j'en parle sous l'angle de la mort. Donc c'est un peu triste. C'est pas forcément le seul truc que je retiens de Buffy, mais c'est vrai que j'ai parlé de l'épisode de culte de Buffy, The Body notamment. Mais on va peut-être pas... Non, on va spoiler pas, parce que on s'en fiche, de toute façon, on va spoiler comme d'habitude. On rappelle que Hors d'œuvre est un podcast 100% spoiler. On n'ira pas dans la douceur, hein. On va y aller joyeusement. Franco, comme on dit. Comme Buffy est contre les vampires, c'est quand même 7 saisons. J'ai pas dit de bêtises. C'est 7 saisons. Yes. Tu les as toutes vues ou pas? Alors, je suis quelque part dans la saison 7, mais je ne l'ai pas terminée. Alors oui, parce que si Judy, ça l'a accompagnée depuis sa plus tendre enfance, moi, Buffy contre les vampires, je savais que ça existait. Je n'avais jamais vu un seul extrait avant d'arriver à la fac et de rencontrer Judy. Enfin, du coup, j'ai rencontré Judy avant, mais je t'harcelais déjà. Elle me harcelait déjà, mais c'est à la fac que j'ai passé le pas. Et bon, il faut savoir que j'ai une vie très chaotique quand ça concerne les séries, c'est-à-dire que soit je regarde tout d'un coup, soit je regarde par à-coup. Et quand je regarde par à-coup, on parle d'années de différence parfois entre le visionnage d'une saison et d'une autre. Bah après, c'est plutôt comme à l'époque, tu vois, tu peux... Donc, la bonne nouvelle, chers auditeurs, c'est que pour cet épisode, vous avez une experte et une personne qui a des souvenirs. Et qui va faire comme elle peut pour les rassembler et pas dire n'importe quoi. Après, vu qu'on en a pas mal reparlé et tout, t'as quand même pas mal d'opinions dessus. Oui. Enfin, tu la connais bien, quoi. C'est pas comme si t'avais aucune idée de ce que tu disais. C'est une très mauvaise série, absolument pas féministe et intéressante là-dessus. Ouais. D'ailleurs, petit disclaimer, parce qu'il faut quand même qu'on en parle de Joss Whedon. Effectivement. Voilà. Normalement, même je suis d'avis qu'il ne faut pas séparer l'homme de l'artiste, parce que l'homme et l'artiste c'est la même personne, spoiler alerte. Voilà. Il n'y a pas de différence. Et c'est un autre débat, est-ce qu'il faut séparer l'homme de l'œuvre? Là j'ai peut-être pas un avis aussi défini, on va dire. Mais Joss Whedon, il faut savoir qu'il a été accusé notamment de racisme, de maltraiter les personnes sur son plateau, notamment de harcèlement vis-à-vis de Charisma Carpenter. Oui. Elle en a parlé beaucoup quand elle était enceinte, enfin bref. C'est qui est une actrice. Il a littéralement tué son personnage parce que ça le dérangeait qu'elle soit enceinte. Ouais. Donc, mais apparemment, il y avait en plus plein de remarques à côté. Enfin, c'était pas. Il y a une grosse pression. Je sais que l'actrice de Buffy, Sarah Michelle Gellar, j'ai pas dit de bêtises. Ouais. Sans Wikipédia, chers amis, sans Wikipédia. Donc Sarah Michelle Gellar, elle expliquait qu'elle a découvert ce que c'était une ambiance saine de tournage en quittant justement les plateaux de Buffy. Parce que sur le plateau de Buffy, c'était extrêmement malsain en fait. Notamment à cause de Joss Whedon. Ouais, il les poussait à bout. Voilà. Donc voilà. Ça, on ne cautionne absolument pas. C'est une œuvre que je pense qu'on affectionne, enfin moi surtout, mais toutes les deux beaucoup. Ouais. Mais il faut savoir que voilà, le créateur, il est pas tout blanc et que il y a des choses pas saines qui se sont passées. Alors après, une série, c'est
quand même vachement une œuvre collective. Ouais. Même s'il y a le créateur, il y a beaucoup de scénaristes, il y a eu beaucoup de réalisateurs. Il y en a qui sont plus ou moins problématiques, forcément. Donc, voilà, Buffy, c'est pas que Joss Whedon, et j'espère que ça a aussi su dépasser, en fait, Joss Whedon dans son... je pense qu'aujourd'hui, mais on pourra en reparler plus tard dans l'épisode si tu veux, je pense qu'aujourd'hui, oui, effectivement, elle a dépassé son créateur, notamment pour tout ce qu'elle peut représenter en dehors de ça. C'est ça. Mais des fois, il y a des traces de son côté problématique d'ailleurs dans certains épisodes, dans certains... Et je pense qu'il faut se rappeler que, comme tout art, le cinéma et la série télévisuelle a des très très beaux et des très très belles personnes, que ce soit réalisateurs, réalisatrices, acteurs, actrices, scénaristes, scénaristes. Oh là, il y a eu un bel accent alsacien. Mais qu'il y a aussi ce qu'on peut appeler communément la lie de l'humanité. Et malheureusement, Buffy a un créateur qui fait bien partie de cette lie de l'humanité. Tu sais que j'étais tellement... Enfin, en fait, c'est pas que je m'y attendais pas. Parce que on commence à s'y attendre. À chaque fois que t'aimes bien... Moi, maintenant, à chaque fois que j'aime bien un homme, réalisateur ou... Enfin, voilà, un artiste, je suis là... Pitié, dites-moi qu'il a rien fait de... Enfin, qu'il n'est pas problématique. Ouais, et à chaque fois, je suis déçue, presque. Donc voilà, je n'attends plus grand-chose. Mais voilà, et quand j'ai appris pour Joss Whedon, j'étais là, ok, lui aussi. Bon. Voilà. Donc fermons cette parenthèse et rappelons-nous aussi que si vous êtes dans une ambiance de travail, je me permets de le dire, si vous êtes dans une ambiance de travail ou que vous êtes tout simplement dans des situations où vous avez le sentiment qu'on vous fait des pressions malsaines, notamment parce que vous êtes une femme, une personne queer ou une personne racisée, n'hésitez pas à vous tourner vers des gens qui peuvent vous soutenir, des associations, etc. Car vous n'avez pas à subir ce genre de comportement. Il n'y a aucun prétexte. Qu'importe l'ambiance de travail ou l'environnement dans lequel vous êtes. Bien dit. Voilà, je suis d'accord. Je voulais conclure là-dessus. Parce qu'on parle toujours des problèmes, mais on peut aussi parler du fait que... Enfin, peut-être pas des solutions, mais qu'il y a des pistes, des personnes vers qui on peut se tourner. Voilà. On n'a pas à être seul. Et je pense que c'est un bon moyen d'embrayer, puisque je trouve que la question du groupe... De la solidarité. Et de la solidarité dans Buffy... T'as spoilé tout mon cheminement sur l'héroïne. C'est pas grave. C'est pas grave, du coup c'est bien, on part de ce postulat-là. On part de ce postulat-là. Oui, parce que du coup, comme pour New Girl, on a décidé de pas vous raconter toute la série. Parce que sinon, moi, je mets vraiment 3 plombs, parce que je suis capable de parler de tout, de presque des petits sujets de Buffy pendant littéralement des heures. Ça m'est déjà arrivé. Voilà. Genre, notamment avec ma mère, qui est très fan de la série aussi. Si on lance le sujet, des fois, on en a pour 2 heures, 3 heures. Donc écoutez, peut-être qu'un jour, si Hors d'œuvre devient connu, on fera une émission en live où... Judy parlera toute seule et vous poserez vos questions et moi je serai la tête. Non, mais t'as des choses à dire aussi. On a décidé de recentrer le sujet sur la question de l'héroïne. Et je pense qu'on peut dire aussi des héroïnes de Buffy. Ouais, exactement. Et je vais laisser Judy embrayer là-dessus, car laissons l'experte commencer. Attends, panique. Déjà, qu'est-ce que c'est Buffy? On va peut-être résumer très vite. Donc, Buffy, elle est tueuse de vampires. C'est-à-dire qu'elle a été élue parmi tant de femmes pour accomplir une mission qui est de protéger l'humanité du mal. Donc elle arrive au début de la série à Sunnydale, qui abrite littéralement la bouche des enfers. Ouais. Et elle va tuer des vampires et des démons avec l'aide de son petit groupe, qui se surnomme eux-mêmes le Scooby Gang du coup. Et voilà, je pense que c'est le résumé de base le plus court que... Je pense que c'est très bien comme résumé. Grosso modo, une femme élue pour combattre le mal. C'est marrant parce que c'est extrêmement cliché dans le postulat maintenant. Enfin, je trouve mais ça l'est, c'est le but mais aussi. C'est le but. Et c'est ça qui va être génial avec Buffy, mais on s'éloigne de nouveau du sujet. Donc mais après on peut quand même expliquer un peu, parce que si on met zéro contexte, ça vrai. va. Parce que Buffy, il faut savoir
que c'est quand même une série qui se prend pas très au sérieux de base. Enfin, faut pas la regarder en se disant ah ouais, elle est hyper premier degré, parce que c'est pas du tout le cas. C'est une série décalée. De ce que Joss Whedon il a fait après beaucoup aussi. Buffy utilise régulièrement l'humour et une sorte de décalage dans le ton pour parler de choses parfois plus lourdes, plus graves, tout en sachant trouver aussi ses moments de sérieux. Mais en même temps, c'est aussi une série qui va être très intéressante parce qu'elle va beaucoup parler de cinéma. Enfin, d'audiovisuel en général, de pop culture. Parce qu'il y a beaucoup de BD aussi. Ouais, il y a beaucoup de BD. Et notamment avec les épisodes spéciaux, il y a un épisode spécial comédie musicale où le méchant est un démon qui fait chanter tout le monde et danser tout le monde au point de faire désintégrer les personnes qui ont trop dansé en cendres. Avec des références un peu aux comédies musicales des années 50, notamment avec, j'adore la chanson de Anya Alexander où c'est clairement Jane Kelly, enfin voilà. Et puis il y a un autre épisode où les monstres les monstres plongent Sunnydale dans le silence et les personnages ne peuvent plus parler, donc ils doivent trouver une manière de communiquer autrement que par la parole. Là c'est clairement un peu film muet et ça tend beaucoup vers le burlesque souvent. Voilà, donc c'est une série profondément cinéphile et en règle générale en fait qui aime la pop culture, qui s'en nourrit et qui n'hésite pas à y faire des références. Mais ce que j'aime, c'est qu'en même temps elle est très second degré, Buffy, et en même temps il y a un truc un peu comment dire, en gros l'ironie elle est pas là tout le temps pour se moquer ou pour faire elle est pas cynique, cette ironie. C'est une ironie qui est plutôt pure, je sais pas comment le formuler. Attends, je cherche à traduire En fait, au-delà de se moquer, c'est une série qui va aussi montrer que parfois, ce qu'on pointerait du doigt comme étant trop cliché ou trop attendu, trop surfait, que ce soit dans l'histoire, dans les personnages, etc., peut être nécessaire et peut apporter son lot de richesse à une intrigue, à une réflexion aussi portée sur des sujets qui peuvent être très légers comme très lourds. Et je pense que c'est justement la force de Buffy, c'est que ça peut se regarder sans trop réfléchir et ça peut se regarder en réfléchissant vraiment beaucoup. Ouais, parce que en vrai c'est une série qui est très étudiée et qui est très aimée autant d'un point de vue populaire que par entre guillemets les intellectuels, parce que elle a plusieurs strates de lecture. C'est ça. Et que elle n'hésite pas des fois à aller vers le sentimental, mais ce qui est pas une mauvaise chose en fait. Il y a un petit côté mélodramatique mais qui est assumé. Et je trouve que de plus en plus, au fur et à mesure des saisons, ça s'affirme. Il y a toujours de l'humour, il y a toujours des moments un peu ridicules, des moments un peu qui prêtent à sourire, et en même temps, ça n'hésite pas à aller des fois dans des sentiments très noirs, dans des trucs beaucoup plus dark, entre guillemets. Mais jamais... En fait, ces tons, ils cohabitent bien, ils marchent bien ensemble, parce qu'ils sont pas en opposition les uns l'un avec l'autre. En fait, ils servent le même but, on va dire. Ouais. Du coup, voilà. Waouh. Parlons du groupe peut-être. Parlons du groupe. Du coup, comme disait Judy dans son extrêmement résumé de Buffy contre les vampires, Buffy arrive à Sunnydale et va se faire ami-ami avec 2 personnes. Au début. 3 personnes. Giles y compte. Oui, Giles y compte, pardon. Donc elle se fait amie avec 3 personnes. Son mentor, il y a un nom particulier que j'ai oublié. Observateur. Voilà, qui s'appelle Giles et qui est le documentaliste du collège, pour le dire, avec du lycée, oui, pardon. Le travail déteint sur moi, c'est terrible. Ouais, ça m'a fait rire. Donc c'est le documentaliste du lycée et c'est lui qui qui est censé la guider et l'aider à se former à son rôle de tueuse. Très bien. Merci, chef, capitaine. En fait, je te mets la pression pour cet épisode, mais malgré moi, je suis désolée, c'est pas le but, mais juste... ça m'amuse beaucoup. Ok. Et donc du coup, les 2 amis auxquels je pensais, je me suis fait fusiller du regard quand j'ai dit 2. C'est donc Willow, qui est une geek. Ouais, la geek l'intello. La geek l'intello,
toute mimi, rousse. C'est important. Oui, mais c'est parce que elle est tellement mignonne et belle. J'adore l'actrice, c'est Alyson Hannigan. Alyson Hannigan. Moi aussi, je l'adore en vrai. Puis bon, j'ai un soft spot pour Willow, mais on en parlera peut-être plus tard. Et qui va être la meilleure amie de Buffy, et je pense l'un de ses principaux soutiens tout au long de la série. Et puis on a Alexander. Alex en français, dans la traduction française, il l'appelle Alex. Qui est un geek un peu loser qui a un rôle très intéressant. Toi tu l'aimes bien, je sais. Ouais, moi je l'aime beaucoup, mais parce que j'aime bien ces personnages. En fait, c'est un peu les 5e roues. Enfin, ils donnent l'impression d'être les 5e roues du carrosse, mais sans eux. Le trio, c'est normal que le trio fonctionnerait pas parce que sinon ce serait qu'un duo. Mais oui, il amène beaucoup de choses. Il amène énormément de choses. Et il sent un peu d'ailleurs comme. C'est un peu le Ron du groupe, tu vois. Il sent comme. Comme s'il était inutile. Et du coup, j'aime bien les épisodes qui lui sont plus consacrés, où tu vois quel rôle il joue. Il a plus un rôle aussi d'observateur, mais cette fois-ci pas au sens de mentor, mais c'est un peu la glu, tu vois, du groupe. C'est ça. En fait, ce qui est intéressant avec Xander, du coup, c'est que il n'a pas les capacités physiques de Buffy. Il n'a pas le pouvoir de Willow. Il n'a pas le pouvoir de Willow parce que va devenir une sorcière très puissante au fur et à mesure. Et du coup, il se retrouve un peu au milieu de tout ça. Et c'est le seul à finalement ne pas... Enfin, s'il y avait ni Buffy ni Willow, il n'aurait absolument aucun pied dans la sphère surnaturelle, fantastique de la série. Et donc, du coup, c'est quelqu'un qui souffre de ça. Et en même temps, le fait qu'il ait ce regard extérieur et finalement cette banalité, parce que c'est un personnage assez... c'est un personnage assez banal, et ça apporte une espèce d'équilibre à ces deux femmes qui sont des femmes finalement très fortes. Enfin, c'est compliqué dit comme ça parce que non, elles le sont pas tout le temps, elles ont beaucoup de moments... justement, c'est bien de dire que c'est des femmes fortes, mais parce qu'elles ont des failles, c'est normal. Mais parce qu'elles ont des failles, et donc du coup, c'est lui qui vient un peu contrebalancer cette répartition des... Enfin, si on avait que Buffy et que Willow, il manquerait peut-être quelque chose. J'aime bien, il y a un épisode où justement, à la fin, pour vaincre le méchant, ils sont tous associés à une caractéristique. Donc, Giles, c'est le cerveau, Willow, c'est l'esprit, Buffy, c'est la main, et Alex, c'est le cœur. Xander, c'est le cœur. Ouais. Donc, voilà. En fait, je pense que ça résume très bien la position qu'il a dans le groupe, c'est que c'est le cœur de la série. Après, il y en a qui lui font aussi la reproche d'être un peu l'image de Joss Whedon dans la série. Ah. Et du coup, Ah ouais, ça, il a mis beaucoup de lui dedans. D'accord. Et du coup, c'est un personnage qui est assez discuté. Après, moi, ça n'empêche pas que je l'ai toujours bien aimé et que je l'aime bien quand je regarde. Il a des aspects effectivement problématiques. Oui. Mais c'est aussi un homme qui remet en question sa masculinité au fur et à mesure, parce qu'au début il a du mal, et c'est pas inintéressant, mais c'est clair qu'il fait des fois des choses où t'es là, ouais, ok. Ouais. Bah c'est clair que oui. Et donc ce petit groupe il va affronter les forces du mal, et même la vie en général, parce que c'est ça aussi qui est intéressant avec Buffy, c'est que souvent les forces du mal, c'est une métaphore pour les aléas qu'on a tous dans notre vie. C'est ça, ou alors ils servent la métaphore. Il y a beaucoup de jeux formels en fait, notamment dans l'écriture, entre qu'est-ce qui est une menace littérale ou un problème littéral, et qu'est-ce qui est du coup qu'est-ce qui apparaît sous forme plus métaphorique. Ça, j'aime bien. Et pour donner un exemple concret, je pense que dans la série finalement, les méchants qui m'ont peut-être le plus dérangé, alors qu'on a quand même des sacrés méchants. On a des méchants qui sont très clichés, on a des méchants qui sont très bons. Je pense à Gloria par exemple. J'adore Gloria. On a des méchants qui sont terrifiants. Et pour moi, ces méchants terrifiants, ce sont des humains. Ah, c'est Warren, Jonathan et Andrew. I was wondering when Super Bitch would show up. You really got a problem with strong women, don't you?
Et voilà, c'est Warren, Jonathan et Andrew qui sont du coup des lycéens. À ce moment-là, ils sont à la fac. À ce moment-là, ils sont à la fac, mais à la base, on les rencontre en tant que lycéens, je crois, non? Que Jonathan et Andrew, on sait qu'il était au lycée avec eux, mais on le voit jamais en tant que lycéen. Jonathan, pour le coup, on le rencontre en tant que lycéen. Jonathan. Et en fait, ils sont extrêmement flippants parce que les autres ont l'excuse d'être des créatures du mal. Ils veulent réveiller la bouche des enfers, ils veulent être méchants pour contrôler le monde, répandre les ténèbres, avoir plus de puissance. Bon, je grossis les traits, évidemment. Eux, ils sont méchants parce que parfois c'est même un peu drôle, c'est même un peu un jeu. Puis il y a un truc de... pour le coup, c'est vraiment des masculins. Désolée, en fait, c'est un peu des incels, en fait. C'est ça. Sauf qu'on n'avait pas encore vraiment le terme à l'époque là. Mais c'est des incels, c'est des mecs qui arrivent pas à pécho, qui vivent dans la cave de chez leur mère et qui arrivent pas à avoir forcément de travail, ou alors ça marche pas quoi pour eux, et qui décrètent que tout leur malheur, ça vient de Buffy. Enfin, en tout cas, ils ont qu'à aller s'occuper de la tueuse parce que ça met un peu de piment dans leur vie. Et ils ont vraiment un souci avec les femmes pour le coup. Il y a vraiment de la misogynie. C'est carrément eux qui créent un robot Buffy. Ça, c'est surtout. C'est Warren en fait. Je trouve que Warren, c'est vraiment le pire du trio. Andrew, c'est l'idiot. Ça n'excuse rien. Et Jonathan, tu vois qu'il a des remords, mais pour autant. Après, c'est trop tard, c'est remords. J'ai de la tendresse pour Jonathan. Il y a un épisode aussi dans la saison 4 avant qui rencontre le trio où, vu qu'il est pas populaire, il crée un monde parallèle où il est une star et que tout le monde n'a Dieu que pour lui et ne voit que lui. Et ça tourne mal aussi, quoi. C'est ça. Donc, du coup, c'est juste pour donner un peu un exemple de. Effectivement, on a tout ce côté fantastique avec les vampires, avec les monstres qui peuplent l'univers de Buffy, parce que finalement, il n'y a pas que des vampires, il y en a beaucoup. Mais c'est vraiment pas l'essentiel au final. Il y a des golems, il y a des trucs qui font très peur et qui se baladent dans les hôpitaux pour tuer les enfants dans leur nuit. Ah oui, c'est des extraterrestres aussi. Ah non, ça c'était... Je vois de quel épisode tu parles. Ouais, il y a les extraterrestres. Donc en fait, il y a vraiment tout un panel de monstres, mais finalement, ça se pose quand même de temps en temps la question de qu'est-ce qui est plus monstrueux? Est-ce que c'est le monstre en lui-même ou est-ce que c'est l'humain qui cache, en fait, qui couve le monstre? Ouais, et comme dans beaucoup de séries de SF ou fantastiques de l'époque, ça sert vraiment en fait un propos, des fois assez politique même, je dirais. En tout cas, c'est pas... les monstres sont pas une fin en soi, il faut... Si on regarde au premier degré, je pense que Buffy, c'est une série un peu mièvre, tu vois. Ouais. C'est... Après, on peut aimer et ça se regarde. Mais quand tu saisis, je trouve, le second degré, tout de suite, t'as un nouveau... Enfin, le second degré, la seconde lecture aussi. Ouais, il y a tout plein de choses à voir et à déconstruire et à démêler. There isn't gonna be a review. Sorry? No review. No interrogation. No questions you know I can't answer. No hoops. No jumps. No interruptions. Et du coup, donc, à la tête, je pourrais pas dire à la tête de ce groupe parce que je pense pas qu'il y ait de vrai leader, même si ça se discute, plus ou moins, Buffy. Donc pour en revenir à Buffy, je pense que ce qui est intéressant, enfin en tout cas avec ma première vision, c'est quand j'ai regardé la première saison, j'étais persuadée que je n'aimerais pas Buffy. Mais quand je dis persuadée, c'était de mon corps, de mon saison, âme, elle est pas... Franchement, elle est pas très bonne. Les 2 premières saisons, moi je les trouve maintenant difficiles à regarder avec du recul. C'est pas celle que je regarde en général. Et donc, pourquoi est-ce que ça m'avait autant posé problème? C'est parce que Buffy, à la base, est une héroïne qui a tout du cliché de la blonde très superficielle, très mode, très je veux des garçons, très je vais aller danser lascivement le soir dans des bars et tout. Et ça ne correspondait pas à ce que je recherchais chez une héroïne. Et c'était très contrebalancé du coup par le côté je dois sauver le monde, je dois combattre des vampires, je remets en place les filles populaires et au final je choisis de me tourner vers les personnes avec qui on ne m'associerait pas naturellement si on s'arrêtait à l'image. Et en fait, comme dit Judy, je trouve qu'à partir de la saison 3, on a une évolution de cette héroïne qui est... absolument fantastique. Ouais. Ce que j'aime en plus chez Buffy, même dans le postulat de base,
c'est qu'il prend, tu vois, tout ça, ce cliché de la blonde superficielle et tout, et en fait ils arrivent à en faire autre chose. En fait ça s'arrête pas, elle est belle et superficielle, et elle a tout de suite, tu vois qu'elle a le potentiel d'avoir de plus en plus de profondeur, et que en fait c'est pas des défauts d'être des fois un peu superficielle. D'ailleurs ça veut pas dire grand chose, mais des fois de faire attention à son apparence et d'aimer ça, et j'aime bien qu'il réhabilite en fait les filles girly qui étaient très décriées et qui disent bah non, tu peux aimer le maquillage, la mode et sortir avec tes copains, et en même temps être elle a beaucoup d'intelligence humaine, elle est décidée, enfin elle a plein de qualités. Et mine de rien, ça. On s'arrête tout de suite sur son côté. Elle est pas très bonne en classe. D'ailleurs, elle va pas aller très loin à la fac. Ouais. Mais d'un autre côté, il pèse quand même sur ses épaules l'avenir de l'humanité. Ouais. On va le dire avec les grandes pinces, pas les petites pincettes. J'adore. Elodie, créatrice d'expression de tous les épisodes, je crois. J'adore. Donc on va le dire avec les grandes pinces. Ça fera partie du bingo d'hors d'œuvre. Elle a le sort du monde sur ses épaules, et donc du coup, c'est une femme qui porte beaucoup de responsabilités et qui a une charge mentale absolument dingue, qui ne fait que s'alourdir au fur et à mesure des saisons. Et c'est une héroïne qui pourrait paraître très... Alors fantasque n'est pas le mot, je cherche le mot. Frivole. Voilà. Je t'aime, je rigole. Hein. C'était juste pour te charrier juste. Du coup, donc c'est une héroïne extrêmement frivole, mais qui meurt quand même à la fin de la première saison. Je dis une bêtise. Oui, elle meurt. Elle meurt à la fin de la première saison. Au revoir. Et donc du coup, à partir de là, j'ai envie de dire, ça ne fait que dégringoler. Elle découvre qu'elle a une sœur, mais c'est pas vraiment sa sœur, c'est plus compliqué que ça, c'est une histoire de clé. Mais elle l'adopte comme sa sœur. C'est dans la saison 5, puis sa mère tombe malade et décède. Puis, désolée pour le spoil, mais on vous avait prévenu. Ouais. Puis elle remeurt une nouvelle fois, mais ses amis la ressuscitent. Elle est en dépression parce qu'elle ne voulait pas ressusciter. Puis elle doit quand même sauver le monde, et puis il y a le mal ultime qui se réveille. C'est ça, et elle doit voir plein de personnes qu'elle apprécie mourir. Enfin, c'est au début, c'est une héroïne où on se dit bon, qu'est-ce qui peut lui arriver de pire que de se casser un ongle. Et en fait, on a toute la richesse du personnage qui est d'être très inattendu et de vivre des choses qu'on ne lui aurait peut-être pas prêté si on avait été dans une série très premier degré. C'est ça. Et j'aime que des fois, ils assument ce côté superficiel de manière très premier degré, parce que, ouais, en fait, j'en avais marre des héroïnes où c'est un défaut à chaque fois. Alors que là, ça fait juste partie de son personnage, et à aucun moment, j'ai l'impression qu'ils disent c'est un défaut. Genre, c'est plus... des fois, c'est un peu drôle, mais c'est pas une mauvaise chose. Comme parfois c'est un peu drôle que tel personnage soit un peu geek, ou un peu drôle que ce personnage soit sans chaud, ou un peu drôle que ce personnage soit coincé, enfin... Et en même temps, il n'y a pas de jugement en mode il devrait changer là-dessus. Et ça, j'aime bien. Pour en revenir aussi à Buffy, qu'est-ce qui est pour moi le plus intéressant, et du coup aussi pour en revenir à la question de l'héroïne, c'est que Buffy de base, elle a tout de la super-héros un peu justicière. Donc en général, c'est des personnages à la Batman justement, qui opèrent la nuit et qui opèrent seuls. Attention, point vocabulaire, on appelle ça un vigilante. Ah oui, c'est vrai, en anglais c'est un vigilante. Voilà, Buffy de base, juste dans le cliché, on pourrait croire que c'est un vigilante. Sauf que, à la différence de ces personnages justiciers, elle n'a pas juste un larbin ou quelques personnes qui l'aident vite fait. C'est vraiment en fait le groupe qui fait sa force. Si elle était seule, et ils insistent beaucoup là-dessus, c'est une des thématiques principales, si elle était seule, il y a plein de choses qu'elle n'arriverait pas à accomplir. C'est aussi le fait qu'ils soient tous ensemble et qu'elle ne soit pas à chaque fois condamnée à être seule, parce qu'elle a aussi cette sensation d'être maudite à être toujours seule. Mais ses amis, en fait, c'est son moteur. Et quand ils sont pas là pour se soutenir, c'est là où ça tourne mal en général. C'est quand ils sont pas tous à travailler main dans la main. Donc il y a beaucoup d'histoires de fraternité et de sororité. We're not good friends. Most of us never found the time to get to know you. But that doesn't mean we haven't noticed you. We don't talk about it much,
But it's no secret that Sunnydale High isn't really like other high schools. A lot of weird stuff happens here. Zombie! Hyena people! Snyder! But whenever there was a problem or something creepy happened, you seemed to show up and stop it. Most of the people here have been saved by you, or helped by you at one time or another. Oui, et je trouve que dans Buffy, la question de la sororité, c'est extrêmement riche et extrêmement développé parce qu'on peut le retrouver dans le côté un peu cliché des séries fantastiques avec des sorcières, donc dans le cadre de Willow, où elle est entourée par d'autres sorcières, question sororité. Mais je pense que rien que dans les relations... En fait, on a beaucoup de relations extrêmement saines entre personnages féminins. Et c'est agréable parce qu'on n'a pas toujours besoin de se tirer dans les pattes pour exister en tant que femme. Je pense que ce serait bien de le rappeler à certains auteurs masculins. Ouais. Après, je trouve que des fois Buffy tombe dans l'écueil aussi. La série, des fois... heureusement, à chaque fois, ils en reviennent de ça, de ces rivalités. Mais il y a quand même toute l'histoire avec Cordelia. Au début, c'est la rivale. Heureusement, après, ça devient l'amie. Mais il y a des moments où t'as un peu envie de... T'as l'impression que les réalisateurs sont là. Les filles, elles sont un peu mesquines, quand même. Ouais. Mais je trouve que des fois, ça sait le dépasser. Et quand ça sait le dépasser, c'est ça qui fait la force de l'écriture. Et en plus, c'est toute une panoplie de femmes très différentes. Oui, c'est ça aussi qu'il faut rappeler, c'est que une des tueuses, parce que du coup quand Buffy meurt, techniquement il y a une nouvelle tueuse. Et ça fait que comme elle meurt beaucoup, enfin elle meurt pas beaucoup, mais elle meurt quand même suffisamment pour créer plein de bébés tueuses. En vrai, il y en a qu'une. Et après, elle meurt. Et voilà, elles sont deux tueuses au lieu d'une. C'est ça, elles sont même à la fin, elles sont un peu plus que deux. Parce que du coup, à chaque fois qu'il y en a une nouvelle qui meurt, il y en a... Ah non ? Ça, c'est un mauvais... Ouais, faux souvenir. Ah je te réexpliquerai, on pourra y revenir plus tard à la saison 7. Mais non, il y a deux tueuses. À partir de la saison 2, il y a deux tueuses. Ok, voilà. Bon, je suis contente de l'apprendre. Oui, il y a deux tueuses. Oui, il y a Faith, tueuses. C'est ça je pensais pas à Faith, je pensais à Kendra, qui est du coup latino. Ou elle est brésilienne. Non, elle est brésilienne, je crois. pas du tout. Elle est censée être africaine. Ah oui. Mais je sais plus, je crois jamaïcaine. Ah oui, mais elle a pas du tout le bon accent et tout. Enfin bref, ils ont merdé quoi. Ils ont grave merdé, mais ils essayent plus ou moins d'avoir des représentations chez les tueuses, en tout cas assez diversifiées. Ouais, il y a... Enfin, je trouve qu'au niveau de tout ce qui est personnes racisées et tout, franchement, la série, elle pêche beaucoup. Mais en termes, on va dire, de caractère, plus de femmes, on a toute une diversité, donc avec les autres tueuses, Kendra, Faith, mais aussi au sein du groupe d'amis, du coup. Oui. Donc Willow, qui est de base la femme plus justement mignonne, sensible, timide et tout, qui s'avère un peu effacée de temps en temps. Elle est carrément, elle est gauche, elle est... Mais pourtant... elle fait partie d'une... Enfin, c'est le personnage le plus puissant de la série, on peut le dire. Après Buffy, peut-être, ou même plus que Buffy, parce qu'elle arrive... c'est le personnage le plus puissant de la série, donc moi, ça me faisait du bien, parce que je me suis beaucoup identifiée à Willow quand j'étais jeune, et encore maintenant, d'ailleurs. Ça m'a fait beaucoup de bien de me dire que tu pouvais être gauche et geek et intello et pas cool, quoi. Et pour autant, ça veut pas dire que ça fait de toi une femme qui est pas forte. Et je trouve qu'on manquait de représentation de femmes fortes qui sont pas forcément des femmes enfin, encore une fois, j'arrête pas de dire entre guillemets aujourd'hui. Mais des femmes badass, dans le cliché de la femme badass. Et ça m'a fait beaucoup de bien, Willow. Moi, je pense beaucoup à Cordelia, que j'ai adoré détester, mais que j'ai aussi adoré apprendre à apprécier. Parce que Cordelia, du coup, elle, c'est la pambèche. Disons-le avec les mots qui caractérisent, c'est la pambèche qui a qui vient d'une famille riche, qui conduit une cabriolet décapotable, qui cherche les ennuis avec Buffy parce qu'elle la supporte pas, et puis au fur et à mesure il y a le masque qui tombe. On découvre que c'est pas parce qu'elle est riche qu'elle est heureuse, que c'est peut-être aussi pas parce qu'elle manque de certaines choses qu'elle cherche à les combler d'une autre manière. Et donc en fait, on défait au fur et à mesure les couches de l'oignon et on découvre... C'est Shrek en fait. C'est Shrek, un peu. Et on découvre une femme qui est beaucoup plus sensible et aussi beaucoup plus finalement prête au sacrifice pour les autres,
qu'on l'aurait imaginé la première fois qu'on la rencontre. Et je sais que tu as pas vu, j'ai regardé du coup Angel, série qui est, entre parenthèses, j'ai pas vraiment beaucoup aimé, contrairement à beaucoup de gens qui trouvent que c'est un spin-off qui est génial. Je trouve que il y a des moments brillants, et il y a aussi des moments où c'est largement en dessous de Buffy pour moi. Oui, et puis de base... Oui, j'aime je pas crois Angel, qu'Angel et toi et moi, enfin non, 1, 2, 3, toi et moi, Angel, on l'apprécie pour pas moi, trop. c'est le pire personnage, mais voilà, enfin... Mais il est pas... Dans la série, ils arrivent des fois à en faire quelque chose d'assez marrant et tout, mais dès que ça tombe dans le... un peu dramatique et tout, ça me saoule. Enfin, voilà. Mais du coup, Cordelia, elle continue son évolution dans Angel, et pour le coup, c'est vraiment mon personnage préféré de la série, parce que jusqu'à ce que Joss Whedon décide de... Désolée, je vais être vulgaire, mais vraiment de chier sur son personnage. Mais Cordelia, c'est vraiment pour moi celle qui a une bonne évolution. Elle devient très altruiste au fur et à mesure. Tu vois qu'il y a beaucoup... qu'en fait, sa méchanceté, elle sert beaucoup à camoufler des choses. Enfin, elle mûrit. Elle est très seule. Elle mûrit beaucoup dans Angel. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment un personnage qui est très intéressant, qui a une évolution génial dans Buffy puis dans Angel qui continue en ascendant, tu vois, jusqu'à être écrasée par j'étais tellement déçue, j'ai failli arrêter la série à ce moment-là, alors que c'était avant, je l'ai vu avant que je sache que ça soit révélé, et je l'ai senti, j'ai dit, j'ai encore parlé de ma mère, désolée. Salut maman. Du coup, salut maman, si je nous écoute. Du coup, j'ai dit en regardant la série, j'ai dit à ce moment-là, j'ai dit à ma mère, je crois que Joss Whedon en fait c'était pas quelqu'un de bien, puisque là il fait n'importe quoi avec. J'ai senti qu'en fait il y avait un truc personnel. Je sais pas, il y a quelque chose où t'es là c'est pas normal. Je crois Qu'est-ce que qui s'est passé dans le peu de trucs que j'ai lu sur Angel et cette partie-là. Il disait que ça avait beaucoup choqué les fans parce que c'était complètement inattendu et que en fait ça a été fait mais à l'arrache quoi. C'était n'importe quoi, c'était pas cohérent. Moi ça m'a fait décrocher de la série alors que j'ai insisté jusqu'à la fin après, mais franchement j'ai eu du mal à en revenir de ça. Ouais, les dégâts que peut faire une personne malhonnête sur les autres. Voilà. On a aussi Anya, du coup. On a aussi pour revenir Anya aux héroïnes. Que j'adore. Qui est trop drôle. Anya, c'est une démon. Ouais, un ex-démon vengeur. Un ex-démon vengeur. Donc qui se venge des hommes qui ont fait du tort. Aux femmes. Voilà. Et je la trouve absolument incroyable parce que Anya, ce qui la rend particulièrement attachante, c'est que du coup, c'est un des personnages non humains qui se met à fréquenter des humains et à essayer de penser comme un humain. À embrasser leur culture. À embrasser leur culture tout en ne comprenant parfois pas du tout leurs réactions, leur manière de penser, etc. Et je trouve que ça donne lieu du coup à une très belle scène dont tu as parlé toi. Ah oui. Pendant la fac. Et moi j'étais là, je pleurais parce que je savais de quoi elle parlait. J'étais en mode toute seule derrière. Heureusement que c'était pendant le confinement parce que vraiment en cours j'aurais vraiment eu l'air très très con. Je chialais. Oh non. Oui, parce que c'était une de mes scènes préférées, mais du coup une de mes scènes plus dures. Ouais, où elle parle, du coup notamment elle fait tout un monologue sur la mort qui est très naïf, mais positivement naïf. Je sais pas comment c'est où elle exprime à quel point elle comprend pas déjà la mort. Et en plus, les réactions, tout ce qu'il y a autour, sur comment on fait notre deuil, en fait. Et du coup, c'est ça qui fait sa richesse, c'est qu'à la base, c'est un personnage qui est censé être méchant. Et c'est vrai qu'il y a des fois où elle est un peu... Je trouve que des fois, elle est maltraitée dans le sens où elle revient trop comme un gimmick un peu comique de « Oh là là, je suis une démon, je ne comprends pas du tout ce qui se passe !» Et en même temps, parfois ce décalage entre ses origines et le monde dans lequel elle essaye d'évoluer crée des situations qui permettent vraiment de réfléchir sur l'absurdité de nos réactions ou la complexité de ces dernières. Et je remets mes lunettes. Pour faire sérieuse. Voilà, pour faire sérieuse. Je dis quelque chose d'intelligent. Ouais. Attention. Et ce que j'aime aussi avec Anya, c'est que pareil, elle a plein de trucs, de traits de caractère qui pourraient être considérés comme des défauts, mais qui en sont pas en fait forcément. Donc, elle me fait trop rire. Déjà, elle a une obsession pour l'argent. Ça, c'est peut-être un défaut parce que voilà, le capitalisme, mais elle est marrante, tu vois. Et il y a tout elle est très franche.
très sex positive, on peut le dire. Ouais. Enfin, elle assume, je pense que c'était assez nouveau. Il y en avait quelques-uns des personnages dans les années 90 qui commençaient à assumer, mais un personnage féminin qui assume aussi ouvertement sa sexualité et le fait qu'elle aime le sexe, ça fait du bien, tu vois. Et c'est surtout que contrairement, je pense, enfin après tu me corrigeras peut-être si t'as senti ça différemment, mais moi j'ai trouvé que on a un autre personnage comme ça dans la série qui a cette sexualité très assumée. Mais je trouve que c'est moins bien traité parce que pour le coup, chez Faith, qui est donc la seconde tueuse, chez Faith, la sexualité est pointée du doigt comme étant quelque chose de négatif. Par rapport à Buffy qui, finalement, a un côté très virginal autour du sexe, enfin un rapport très virginal au sexe. Ça veut rien dire ce que je Non, dis. mais je vois où tu veux en venir. Elle a un peu une image. Enfin, déjà, très sacré, pendant longtemps, on la voit pas du tout. Elle a pas de rapport. Faith, pour le coup. Elle est un peu, enfin c'est presque un peu du slut shaming qu'ils font avec elle. Et du coup je trouve que chez Anya c'est bien parce que c'est moqué parfois, même régulièrement, mais ce n'est pas pointé du doigt comme une mauvaise chose. Non, c'est plus... Alors que chez Faith on a vraiment le sentiment qu'ils sont en train de dire regardez comment Faith est une mauvaise personne à côté de Buffy. Oh là là. Je suis d'accord que là-dessus ça a mal vieilli ça. Mais voilà, on va peut-être pas citer tous les personnages féminins parce qu'il y en a d'autres. Même Dawn, que les gens aiment pas, je la trouve intéressante dans sa... mal, moi. Je comprends, c'est l'ado chiante au début. Mais elle a une évolution que je trouve pas inintéressante et elle montre aussi certaines facettes de la féminité qui est différente de celle de sa sœur ou de Willow et c'est pas plus mal, tu vois. Donc on a toute une panoplie de personnages très différents. Et notamment des personnages féminins. J'adore aussi, t'en as un peu parlé, mais Glory en anglais, où elle, justement, ils opposent un peu ce truc de sororité. Et Glory qui est vraiment le cliché de la working girl, tu sais, la girl boss qui s'est fait toute... Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Voilà, de la self-made woman et qui a que des larbins et pas... Et c'est ça aussi qui fait que, du coup, elle va pas s'en sortir, tu vois. Oui, c'est qu'elle est seule par rapport au reste du groupe. Buffy c'est aussi la première série où il y a eu un baiser lesbien à l'écran. Donc en tout cas entre deux femmes parce que je sais pas si pour le coup Tara elle est lesbienne, Willow on sait pas si elle est lesbienne ou bi, c'est pas très clair. Au début je pense que ils étaient là finalement elle est lesbienne, en fait non elle est bi. Du coup bon ça voilà. Mais Willow qui commence la série à être amoureuse de Xander, puis d'autres hommes, de Oz que j'adore aussi. Oui, Oz que tu aimes beaucoup. Que Oz j'adore. le loup-garou. Voilà, le cliché de la virilité. Tout. Mais c'est pas un mal. Tout. On a dit qu'on spoilait. Et après qui se retrouve du coup avec une femme Tara que j'adore aussi. Enfin, vraiment, ça j'ai oublié de le dire, mais s'il vous plaît, si vous regardez Buffy, je veux pas prôner forcément la VF c'est nul et tout, mais si vous regardez Buffy, regardez en VO parce que en VF, les personnages sont mièvres. Et puis surtout, vous ratez tous les jeux de mots. Ouais, mais c'est franchement les jeux de mots. Il y en a beaucoup. Les jeux de mots c'est très drôle, mais il y a plein de strates de lecture qui s'enlèvent dans la VF. J'avais commencé avec ça quand j'étais petite et après j'ai regardé et en fait il y avait plein de choses. Limite c'est pas la même série en VF parce que Buffy est beaucoup plus mature et premier degré. Tara elle est cucul la praline alors que dans la version anglaise c'est plus elle est un peu maternante mais elle est pas aussi cucul, c'est une tu force vois, tranquille de la nature. C'est ça. Tara. C'est comme et ça c'est un très bon personnage je trouve et vraiment en français elle est insupportable. Et il y a plein de personnages comme ça qui perdent un peu de leur piquant, tu vois, quand on passe de la VO à la VF. Donc voilà, je vous conseille de la regarder en VO si c'est pas déjà fait. I don't want any trouble. I just want to be alone and quiet in a room with a chair and a fireplace and a tea cozy. I don't even know what a tea cozy is, but I want one. Après, j'aimerais parler peut-être d'un de mes derniers personnages préférés, mais qui est problématique. Spike. Oui. C'est vrai, on n'a même pas parlé de Spike alors que ça c'est une discussion. C'est un gros morceau Spike. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de toxicité dans cette relation. Pendant longtemps, je disais à Judy, oh là là, Angel et Buffy, waouh, je trouve que c'est un couple trop bien, mais parce que j'étais débile. Enfin non, je ne juge pas les gens. Non, je me juge. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui aiment Angel et Buffy. Je me juge moi-même. Ils ont le droit d'aimer. Vous avez le droit d'aimer, moi je me juge. Et puis j'ai découvert Spike.
Et vous savez, Elodie, dans les films et les séries, elle a beaucoup de mal à résister au bas de bois. Au bas de bois. Je le dis en français parce qu'il faut le remettre dans l'univers ridicule dans lequel c'est. J'adore les bas de bois et Spike, c'est comme ça. Donc Spike, c'est un vampire qui était méchant. Très méchant à gros et qui finalement il était moins méchant que Angel. Il était moins méchant que Angel. C'est on avait mis dans les deux trolls, juste il est hyper égoïste quoi. Ouais, il est hyper égoïste. Et en fait, il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans leur relation parce que à un moment donné, il apporte ce sentiment d'existence à Buffy, surtout à un moment où elle est là en mode j'aurais préféré rester morte. Et c'est quelque chose que Spike peut comprendre parce que Spike aussi aurait à un moment donné potentiellement préféré être mort. Oh, c'est triste. Waouh, comment plomber l'ambiance en 5 secondes de chrono. Et de l'autre côté, c'est un personnage extrêmement toxique qui récupère une fausse Buffy pour le plaisir d'avoir Buffy, qui fait une fixette sur Buffy au point où c'est vraiment il la stalk et c'est malsain et c'est bizarre. Il y a une scène extrêmement problématique. Ouais, la scène de viol. La scène de viol. Enfin, de tentative de viol qui est extrêmement problématique. Et en même temps, c'est un personnage qui a un arc rédempteur assez intéressant parce que j'ai l'impression, enfin j'ai pas eu la fin donc je ne peux pas dire, mais j'ai l'impression que au bout d'un moment, même s'il ne le fait pas parfaitement et que je sais pas s'il y arrive du coup ou pas, au moins il l'essaye. Et après je laisse Judy conclure sur le sujet parce que ça dépasse mes compétences vu que je n'ai pas terminé la série. En fait, moi je dirais que Spike, le problème c'est pas tant son comportement toxique que la manière dont il est montré. Ouais. Donc en gros, il aurait ce comportement toxique, on dirait c'est mal, ça irait. Sauf que là, on montre ce comportement toxique et on dit c'est triste ou c'est drôle, tu vois. Après, Spike, ça n'empêche pas que c'est un personnage que j'aime beaucoup parce qu'il a beaucoup de strates, beaucoup de profondeur. Et que la série, des fois, sait aussi pointer du doigt ces aspects problématiques. En fait, pour moi, la tentative de viol, c'est pas forcément une mauvaise chose en soi, c'est le traitement qu'ils en ont fait après. Où justement, est-ce que, du coup, la rédemption, elle est à propos ? Et en même temps, je suis contente qu'il l'ait eu parce que c'est un personnage qui est génial et qui a plu à beaucoup de fans. Et en même temps, et qui est très gris, justement. Il vient un peu contrebalancer ce côté parfois un peu, justement... trop gentil, trop manichéen. Ouais, c'est pas très manichéen. En vrai, ça, je trouve que c'est pas si manichéen que ça, mais oui, ce côté un peu vertueux du groupe. Du coup, ça c'est pas forcément un mal. Le souci, c'est que vraiment maintenant, c'est un de mes personnages préférés. Je me demande est-ce que c'est normal que ce soit un de mes personnages préférés en fait, avec tout ce qu'il fait. C'est ça. Et c'est quelque chose qui est difficile. Je pense que maintenant, on pourrait plus l'écrire comme ça, tu vois. Non. Ça pourrait être écrit, mais il faudrait que ce soit plus montré comme un comportement de dérive qui ne mérite peut-être pas forcément de pardon. Ouais, en tout cas, faut pas, qu'on dirait pas, il est génial. Il est quand même sympa en dehors de ça, à part ça. Moi, je l'aurais pécho, quoi. Non, pour le coup, et c'est ça va être mon côté vieille personne. J'ai beaucoup de mal avec ces personnages de bad boy qui, parce qu'ils le sont excusés de tout parce que va y avoir le côté ténébreux sexy ou le côté de toute façon c'est le main love interest, enfin c'est le et en même temps moi principal. Je trouve que ce que tu dis je le retrouve plus chez Angel. Et oui, alors chez Angel, mais Angel est-ce qu'on en parle? Lui c'est le mec ténébreux torturé qui fait de la merde mais... mais mon message par rapport à Spike et du coup à Angel finalement c'est qu'il faut arrêter de glorifier ce genre de comportement et que maintenant il faut savoir regarder les choses, les apprécier si on les apprécie, parce que je suis la première à aimer une relation avec un bad boy. Par contre, quand ça va trop loin ou que ça dérive et que la toxicité n'est pas pointée du doigt comme étant quelque chose de mal, c'est qu'il y a peut-être une écriture problématique. C'est ça. Tapons du poing sur le matelas. Ouais. Voilà. Du coup c'était bien de faire un petit encart sur Spike parce que comme ça on peut rager tout en aimant ce personnage. Exactement. Mais voilà. Mais comme finalement on peut rager et aimer beaucoup de personnages dans D'ailleurs, toi, c'est qui tes personnages préférés du coup? Du coup, tu l'as déjà dit plus ou moins, il y a Xander. Ouais.
Il y a Anya, Ok. que j'aime beaucoup. J'ai un soft spot pour Cordelia. Et j'aime beaucoup Joy. Ah, la mère de Buffy. On La n'en mère a de pas Buffy. parlé, mais On elle en a aussi, pas elle parlé. mériterait de... Voilà, c'est très intéressant. Mais Voilà. on va pas repartir parce que sinon, on va jamais Oui, finir. et toi? Bah moi, du coup, j'ai dit aussi Willow parce qu'elle m'a fait beaucoup de bien. Et que voilà, je suis narcissique, que voulez-vous? Non, je rigole, hein. C'est une blague. Je sais pas. J'ai paniqué. Je panique. Voilà. Donc, Willow, Spike, parce que voilà, depuis... Et Buffy, je dirais. Et j'aime bien Giles, même parce que justement, j'aime bien que des fois, il est méchant. Enfin, Giles, il finit pas vraiment en tant que mentor gentil, quoi. Ouais. Il tourne pas de l'autre côté, mais tu vois de plus en plus qu'il est... Il y a une opposition claire et franche. C'est ça. Du coup, Buffy, j'ai appris à l'aimer parce que de base, je m'en fichais un peu. Je l'ai jamais détesté, mais... en revoyant, et notamment dans la saison 6, en fait, je trouve que c'est un personnage hyper intéressant qui évolue beaucoup, qui a pas que... on en a beaucoup parlé déjà, mais qui a pas que un trait de personnalité, quoi. Elle ressemble à un vrai humain dans l'écriture. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien, et je trouve qu'elle est rafraîchissante en tant qu'héroïne. Surtout par rapport au paysage audiovisuel de l'époque. Oui. Parce que maintenant, des Buffy-like, on en a beaucoup. Oui. En fait, elle a même... Et des Willow-like aussi. Enfin, des personnages qui ressemblent à Willow ou à Buffy, maintenant, on en a beaucoup. Parce qu'il y a... La série, elle a popularisé aussi ce genre de personnages. Mais à l'époque, je trouve que c'était des femmes fortes qui faisaient du bien, en fait. C'est ça. Et je pense que ça fait du bien aussi de re-regarder ce genre de choses en ayant tout ça en tête. Parce que parfois, ça fait aussi du bien de se reconnaître dans des personnages qui sont peut-être certes un peu vieux et parfois mal écrits, mais qui sont criants d'humanité et qui nous rassurent aussi sur nos défauts, qui ne sont parfois pas forcément des vrais défauts, c'est juste que la société en a décidé ainsi. Et je trouve quand même que Buffy, globalement, c'est quand même bien écrit. Oui. Voilà. Parce que justement, ce que je mettrais en avant par rapport à la série, c'est qu'il faut pas s'attendre à une réalisation de fou. Il y a des épisodes qui ont une très bonne réalisation. Mais... Et surtout des effets spéciaux. Oh là là. Les effets spéciaux, ils ont vieilli. Déjà, ils étaient pas bons à l'époque, parce qu'il n'y avait pas de budget au début, faut le savoir. C'était pas une série à gros budget. Et en plus, mais c'est d'un kitsch. Mais moi, j'adore que ce soit kitsch. Moi, je ne me remettrai jamais de la... Je crois que c'est dans la saison 7, mais tu me diras si je me trompe. Quand tu vois le grand méchant du mal, et tu sais, ils en tuent un, ils disent c'est bon, on a réglé. Et en fait, tu découvres qu'il y a toute une armée de méchants. Ah oui, et c'est juste le collage sur un fond vert du même type qui répète le même geste. Je me souviens même pas de dans ça. séquence décalée. Et t'es là en mode, mais c'est une blague. Franchement, pour regarder Buffy, il faut admettre que c'est kitsch. Pour moi, ça fait partie de son charme maintenant, parce que j'ai l'habitude et que ça me fait rire. Et que limite c'est assumé, parce que déjà à l'époque c'était pas des très bons effets spéciaux. Mais c'est clair que vous attendez pas à une réalisation de ouf. Il y a des épisodes très bien réalisés, mais c'est pas dans l'ensemble, c'est plutôt classique. C'est très classique même. Vous attendez pas à des bons effets spéciaux. Non. Attendez-vous à des effets spéciaux très kitsch et des monstres kitsch. Attendez-vous à saigner des yeux. Ouais, je sais pas. Pour ce genre, les trucs un peu faits avec ordinateur, oui. Ouais. Pour le reste, il faut admettre que les démons, c'est du maquillage kitsch et que c'est rigolo. Moi, je trouve que c'est pop, du coup. On a vu des masques de Buffy. On a vu le masque de Spike à Lyon. Donc, dans le musée de la... Il y avait beaucoup d'accessoires de Buffy, d'ailleurs. Dans un musée de cinéma à Lyon, dont je retrouverai le nom pour vous le mettre en description. Et par contre, attendez-vous à une écriture quand même globalement très riche, même si maintenant il y a des aspects qui ont mal vieilli, mais complexe, avec plusieurs niveaux de lecture, etc. Et attendez-vous à un mélange des genres, vraiment aux petits oignons. Enfin, pour moi, c'est une très bonne cuisine. Tout à fait. Donc voilà, on recommande le plat. Hors d'œuvre. Voilà. C'est la première fois qu'on fait un lien avec le nom de notre... le jeu de mots. Même si hors d'œuvre, c'est un sandwich. Manger ce sandwich. Oui. Bon, après, les hors d'œuvre... Oui, c'est pas forcément des sandwichs. Mais juste, notre logo, c'est un sandwich. Oui, c'est vrai. C'est Bob Barnabé. Il s'appelle comment, du coup ? Il a un prénom composé, c'est Bob Barnabé ou Barnabé. Parce qu'on n'arrivait pas à se mettre d'accord. Exactement. Elodie, elle a dit Bob, Judy, elle a dit Barnabé. N'hésitez pas à nous dire votre préférence. Moi, je suis désolée, j'appellerai Bob Barnabé. Hein. D'accord, comme ça met tout le monde d'accord. Exactement. Je trouve que c'est une bonne conclusion
à cet épisode. Hop là. Ça, peut-être un peu décousu des fois, mais, mais on a parlé d'un truc qu'on aimait. C'est ça. Et que quand on parle de choses qu'on aime, vous l'avez remarqué, on part souvent dans tous les sens. Mais c'est ça qui fait aussi l'essence de ce podcast. Excusez-moi, il faut vraiment que j'aille me coucher. Hein. Et on espère que cet épisode vous a plu. De toute façon, vous n'avez pas le choix parce que c'est la série préférée de Judy et que... Je peux le faire, je peux le dire. Vas-y. Spoiler alert, ça sort le mercredi 29, qui est aussi le jour... Ah oui, 29 mars. Le jour de la venue sur Terre de cette merveilleuse personne qui est Judy. C'est pas pour rien, j'ai vraiment dit le 29 mars, on sort Buffy. J'ai été un peu chiante là-dessus, mais voilà. Donc, je vous invite fortement à aller souhaiter le joyeux anniversaire à Buffy sur Instagram. Ah, Buffy. C'est moi Buffy en fait. Je l'avais pas dit, mais je suis tueuse de vampires. Voilà. C'est mon activité. Là, vous voyez, on va couper le podcast et on va aller dans les cimetières de Strasbourg pour affronter des vampires. J'ai vraiment pas envie de faire ça. Non, moi non plus. Franchement, ça m'a pas trop tenté. Moi non plus. Et du coup, vous nous retrouverez sur Instagram @hors-d'œuvre le podcast, mais ce sera écrit dans la bio. Tout à fait. Et j'espère que j'ai pas traumatisé Elodie. Des fois en lui disant oui mais Buffy c'est plus que ça, ok. Écoute, si je fais des blagues sur le sens et l'essence dans la même phrase, c'est que ça va. Ok. Désolée si des fois je cabotine. Mais non, t'inquiète, le jour où on parlera de The Witcher de The Witcher ou de n'importe quelle œuvre où j'ai l'impression d'avoir la science infuse. Ouais, bah voilà, chacun nos moments de science infuse time. Ça. Et on vous fait des gros bisous. Waouh. Bisous. Bisous. Waouh. Grr, arg.